Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on vous propose une grande traversée. Bienvenue en Atlantique, deuxième plus grand océan de la planète derrière le Pacifique. Un océan fascinant entre trois continents, Amérique, Europe, Afrique. L'Atlantique évoque à la fois les grands explorateurs, Christophe Colomb en mer, Charles Lindbergh dans les airs, les grandes infrastructures humaines pour faciliter les échanges, comme le canal de Panama. L'Atlantique, un océan trait d'union, notamment entre Américains et Européens, avec la fameuse Alliance Atlantique, l'OTAN, née de la guerre froide, puis réactivée par l'invasion russe de l'Ukraine. Bref, l'Atlantique, un océan éminemment géopolitique. Sortons nos cartes. Voici l'Atlantique, 94 millions de kilomètres carrés, le deuxième plus vaste océan du monde après le Pacifique. Il est bordé par l'océan glacial arctique au nord, le Pacifique au sud-ouest et l'océan Indien au sud-est. Il comprend une vingtaine de sous-ensembles tels que la mer du Nord, la Baltique, la Méditerranée, la mer du Labrador ou encore celle des Sargasses ou des Caraïbes. À la jonction de plusieurs plaques tectoniques, l'océan Atlantique connaît par ailleurs une activité sismique qui augmente sa taille. Chaque année, l'Europe s'éloigne inexorablement de quelques centimètres de l'Amérique. Espace en mouvement permanent, l'océan Atlantique est également parcouru par de nombreux courants chauds et froids qui influent sur le climat des régions qui le bordent. Le plus connu en Europe occidentale est le Gulf Stream, un courant chaud qui naît dans le détroit de Floride et parcourt plus de 6000 km pour atteindre nos côtes et nous assurer un climat tempéré qu'on appelle aussi océanique. Un bénéfice qui pourrait être remis en cause par le réchauffement climatique, lequel pourrait modifier le tracé du Gulf Stream. Les courants marins permettent également à l'océan Atlantique d'abriter une faune extrêmement riche. Plus de 1100 espèces de poissons qui ont représenté de tout temps une source d'alimentation notoire pour de nombreux pays. L'océan Atlantique est aujourd'hui la deuxième zone de pêche à l'échelle du monde, avec un quart des prises mondiales, loin toutefois du Pacifique qui représente 58% des prises. Mais l'augmentation de la pêche et de la consommation de poissons a conduit à l'épuisement d'espèces telles que le cabillaud, le saumon ou le lieu. Une surpêche d'autant plus problématique que l'Atlantique est aussi soumis à une pollution massive par les plastiques. Des plastiques qui empoisonnent certains de ses sous-ensembles comme la Méditerranée, mais surtout qui forment deux gigantesques tourbillons entre les côtes américaines et celles de l'Afrique de l'Ouest et entre l'Afrique du Sud et les côtes brésiliennes. Des gyres de plastique qui menacent espèces marines et oiseaux qui les confondent avec des aliments. L'Atlantique, un océan immense que l'homme a mis du temps à parcourir dans son intégralité. Différentes générations d'explorateurs dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Tout commence avec les intrépides Vikings au Xe siècle. C'est à partir du Groenland, où Éric le Rouge a fondé une colonie en 982, que les Vikings traversent l'Atlantique Nord et découvrent ce qui deviendra l'Amérique. Nous sommes en 992. Après avoir longé le Labrador, ils installent une colonie dans l'Anse Meadows où l'on a retrouvé de nombreux vestiges, puis poursuivent leur exploration à l'intérieur du Saint-Laurent et le long de la côte jusqu'à l'actuelle Maine. Mais cette conquête viking n'aura pourtant pas de suite, à cause de l'opposition des tribus autochtones d'une part, mais aussi de la dégradation du climat à partir du XIIIe siècle. L'exploration de l'Atlantique va devoir attendre la fin du XVe siècle et l'invention de 3 innovations majeures, la caravelle, la boussole et le portulan, pour que les marins européens quittent les rivages de l'océan pour en tenter la grande traversée. Une traversée qui va se faire sous l'impulsion de 2 puissances maritimes, l'Espagne et le Portugal. Les Espagnols tout d'abord, avec Christophe Colomb. Ils vont accoster les premiers dans les Caraïbes en 1492, ouvrant la voie de la colonisation de l'Amérique centrale et du Nord. Les Portugais arrivent quelques années plus tard au Brésil, en 1500, avec Pedro Álvares Cabral, après avoir établi des comptoirs tout le long de la côte africaine et ouvert une route directe vers les Indes en passant par le cap de Bonne-Espérance. Ces découvertes s'inscrivent dans le partage du monde instauré par le traité de Tordesillas en 1494 entre Espagne et Portugal, qui trace au milieu de l'Atlantique une ligne de part et d'autre de laquelle chacun exerce un monopole sur terre et sur mer.
Ce partage du monde n'est pas du goût des autres puissances européennes, France, Angleterre et Pays-Bas en tête, qui vont se livrer des batailles féroces à partir du XVIe siècle pour le contrôle du commerce maritime et la conquête de nouveaux territoires. L'Atlantique devient ainsi un axe commercial majeur où transitent textiles, armes, outils, esclaves, or, argent, pierres précieuses, épices et aliments. Un océan qui assure donc désormais la prospérité des pays européens et leur permet de développer leurs empires coloniaux. À partir du XIXe siècle et l'invention des bateaux à vapeur, les échanges transatlantiques vont encore s'intensifier. Il ne faut plus désormais que 15 jours pour relier Le Havre à New York. Les ports de Rotterdam, Anvers, Hambourg, Felixstowe pour l'Europe et New York, Miami, San Juan pour l'Amérique du Nord vont alors connaître un développement spectaculaire, tout comme l'émigration européenne vers ce que l'on appelle le Nouveau Monde. À la fin du XIXe, les flux s'intensifient et se polarisent sur la mer Méditerranée et la mer des Caraïbes, avec le percement de 2 canaux, celui de Suez, qui permet d'éviter la longue route du cap de Bonne-Espérance, et celui de Panama, qui évite le passage périlleux du cap Horn. L'Atlantique Nord est désormais relié directement aux océans Indien et Pacifique. Début du XXe siècle, les 2 rives de l'océan vont se rapprocher encore un peu plus avec l'invention de l'avion et l'arrivée des premiers vols transatlantiques. Charles Lindbergh ne mettra que 33 heures et 30 minutes pour relier directement New York à Paris les 20 et 21 mai 1927, contre 2 semaines pour un voyage en paquebot. Aux routes maritimes vont donc progressivement se superposer des routes aériennes qui vont encore intensifier les échanges culturels et commerciaux entre les 2 côtés de l'océan, contribuant à former une sorte de continuité territoriale entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et c'est le contrôle de cet ensemble géographique que forme l'Atlantique Nord qui a permis aux puissances occidentales d'installer leur domination sur le monde, particulièrement au XXe siècle, avant qu'un autre océan, nous le verrons, le Pacifique, s'impose, favorisant d'autres logiques de puissance. Mais avant cela, commençons par remonter aux années 1940. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que le contrôle de l'océan Atlantique, et tout particulièrement de sa partie nord, est devenu un enjeu géopolitique majeur, favorisant des alliances structurantes. Les armées allemandes et alliées se sont affrontées par sous-marins et destroyers interposés pour contrôler les approvisionnements de l'Amérique vers l'Europe. Et c'est par l'océan Atlantique qu'ont été acheminées les armes et troupes américaines, canadiennes, britanniques et de la France libre qui ont permis de vaincre les nazis. Cette nécessité de surveiller et de contrôler l'espace nord-atlantique n'a pas cessé avec la fin de la guerre, l'URSS devenant le nouvel ennemi du bloc occidental libéral. En 1949, une partie des États entourant l'Atlantique Nord a donc décidé de signer une alliance qui prend la forme d'une organisation, l'OTAN, afin d'établir une défense collective entre ses membres et une surveillance face aux dangers représentés par le bloc communiste. Cette alliance très active pendant la période de la guerre froide a permis aux États-Unis et à leurs alliés de mettre en place des bases sous-marines et un système sophistiqué d'écoute afin de détecter les mouvements des sous-marins soviétiques. Avec l'effondrement du bloc soviétique à partir de 1989, l'OTAN perd sa raison d'être, mais les pays d'Europe centrale, méfiants vis-à-vis de leurs voisins russes, rejoignent massivement ses rangs. Une décision avisée, puisqu'à partir de 2014, avec l'invasion de la Crimée puis celle de l'Ukraine, l'OTAN, que certains disaient en mort cérébrale, retrouve une utilité de premier plan. L'attitude agressive de la Russie relance investissements et partenariats militaires entre pays signataires, qui sont désormais au nombre de 31 avec la Finlande, en attendant l'adhésion du voisin suédois. Cette surveillance de l'Atlantique Nord, elle n'a pourtant plus la même importance que par le passé. En ce qui concerne le commerce international, désormais seulement 13% des containers transitent dans les eaux de l'Atlantique, contre 60% dans un autre océan, le Pacifique. Néanmoins, et particulièrement avec le retour de la guerre en Europe depuis février 2022, l'Atlantique reste stratégique, notamment pour surveiller l'aviation et les sous-marins russes, mais aussi pour défendre le réseau de câbles sous-marins qui achemine les données entre Amérique du Nord et Europe.
Des câbles vitaux pour l'économie connectée qui pourrait devenir la cible de Vladimir Poutine. Mais la nouvelle menace chinoise, notamment en mer de Chine méridionale, a poussé les Américains à renforcer leur présence en Asie. Ce fut la nouvelle doctrine stratégique dite du pivot asiatique, décidée sous la présidence Obama. Comme pour le commerce, l'Atlantique Nord pourrait progressivement perdre son rôle central sur l'échiquier géopolitique mondial au profit de l'océan Pacifique. Voilà pour cette grande traversée de l'océan Atlantique, océan géopolitique, notamment par le biais de ce que l'on appelle l'atlantisme, cette trentaine de pays unis par la volonté de se défendre hier de l'URSS, aujourd'hui de la Russie, de Vladimir Poutine. Mais l'Atlantique, concurrencé aujourd'hui par un autre espace maritime plus grand que lui, le Pacifique, s'y retrouvent les 3 premières puissances économiques mondiales, États-Unis, Chine, Japon, les 3 principales puissances militaires, États-Unis, Chine et Russie, et des pays influents comme l'Indonésie, les Philippines, mais aussi Corée du Sud, Singapour et Taïwan, bien sûr, possible guerre à venir. Pour aller plus loin, La mer, 5000 ans d'histoire, publiée par les Arènes, une sélection d'une centaine d'articles de la revue L'Histoire. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv où vous retrouvez l'ensemble de nos vidéos. À bientôt.